Bienvenue sur cette nouvelle édition de Maghreb et Télégalamande sur Maghreb Intelligence TV. La langue française est aujourd'hui la langue principale dans certains pays du Maghreb, 4 des 5 pays du Maghreb, la langue de l'élite politique, économique et culturelle. Legs et héritage colonial, la langue s'est imposée pendant une soixantaine d'années comme langue de tout le beau monde que compte le Maghreb. Alors, aujourd'hui, malgré les rares tentatives d'arabisation très maladroites au Maroc et en Algérie qui n'ont abouti à rien réellement, le français continue d'être la langue principale d'échange dans ce qu'on appelle la belle société. Mais un fait nouveau arrive. Les enfants, nos jeunes sont plus à l'aise avec l'anglais. Certaines voix s'élèvent ici et là pour demander, en Tunisie et au Maroc notamment, et même en Algérie, pour demander le remplacement de la langue française par la langue anglaise, par l'anglais. Plus facile pour faire arrimer les pays à une mondialisation qu'il impose de fait. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter et débattre de la langue anglaise. Trouvera-t-elle place au Maghreb? Trouvera-t-elle pied au Maghreb? Sera-t-elle la langue future, la langue internationale future de nos élites? Pour débattre de ce sujet, avec moi depuis Paris, Abdou Sammar, directeur de publication d'Algérie Part. Depuis Dakar, Lamine Ould Selem, directeur d'information de l'agence APA News. Et depuis nos studios, Naïm Kamel, directeur de Quid.ma. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Alors, première question, Naïm. Pendant longtemps, la langue française semblait indéboulonnable au Maghreb, comme langue d'élite, malgré les tentatives d'arabisation, comme on avait dit. Pourquoi a-t-elle continué à s'imposer, Naïm? Parce que, justement, comme tu l'as dit, c'est la langue de l'élite. Mais j'aimerais, juste avant de répondre, apporter une petite rectification à ce que tu viens de dire sur les politiques d'arabisation. Tu as parlé d'arabisation maladroite. Non, c'est une arabisation mal faite. C'est dans ce sens où, lorsque on a décidé d'arabiser un certain nombre de matières, on n'a pas pris le recul et le temps nécessaire pour qu'on puisse mettre en œuvre un chantier intégré d'arabisation, de passage d'une langue à une autre, et en même temps de lui créer les passerelles, parce que le problème se pose au niveau des passerelles, vers les langues de la recherche, les langues de la recherche scientifique. Alors, vous savez, quand l'arabisation en Israël s'est faite, elle s'est faite d'une manière très fine, très intelligente. On dirait que les Israéliens ont d'autres moyens que les Arabes ou les Maghrébins n'ont pas, mais quand ils ont voulu... Vous parlez d'arabisation en Israël? Non, l'hébreu. De l'hébreu, voilà. L'introduction de l'hébreu, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire, ils ont pris des chercheurs, c'est-à-dire vous êtes mathématicien, pour faire passer la matière que vous enseignez à l'hébreu, il faut que vous maîtrisez la matière, c'est-à-dire que vous soyez mathématicien, que vous maîtrisez la langue d'origine, c'est-à-dire la plupart du temps l'anglais, on va dire à 95%, puisque la langue française, tout compte fait, elle représente en locuteurs 280 millions à travers le monde. Donc maîtriser la langue d'origine de la matière et maîtriser l'hébreu. Or, ce qui s'est passé chez nous, je ne sais pas, peut-être Lamine et Abdou vont nous le dire tout à l'heure, c'est qu'on a traduit, on a fait de la traduction assez remontée. On a commencé à dire qu'il suffisait de mettre sin au lieu de x, sachant que le x est à l'origine arabe, et ainsi de suite. Et c'est valable pour toutes les autres matières, la physique, la chimie, l'histoire, la géographie, etc. Et ça a posé problème. Alors maintenant, vous me direz pourquoi la langue française reste une langue d'échange, une langue de travail, une langue d'études au niveau supérieur. Ce qui est paradoxal pour le Maroc, parce qu'on sait que le cycle primaire, le cycle secondaire sont à 99%
dans toutes les matières arabisées et que la langue étrangère n'est que subsidiaire. Donc, il se trouve que on a gardé au Maroc, et je parle pour le Maroc, mes amis mauritaniens et algériens parleront pour leur pays, nous avons créé un enseignement à deux vitesses. Maintenant, il est à 3-4 vitesses. Mais au début, c'est-à-dire qu'à côté de l'école publique, on a gardé ce qu'on appelait la mission française, ce qu'on appelle aujourd'hui l'agence de l'enseignement français au Maroc. Et également en Afrique généralement. Et progressivement, ces écoles de mission ont commencé à se fermer au grand public pour se recentrer sur les gens qui ont les moyens, c'est-à-dire les élites, la classe moyenne et classe moyenne supérieure jusqu'à la classe moyenne extra-supérieure. Et ça, c'est très important. Et on va assister à un système de reproduction des élites. Mais fait collatéral grave de cet enseignement à deux vitesses, c'est que les gens qui sont en charge de l'enseignement ne vivaient pas les problèmes de l'enseignement dans leur chair. S'il y avait, d'où la fameuse revendication, l'unicité de l'enseignement, le Talim al-Wahid, c'est-à-dire la même école pour tous. Pas une école de mission, une école, etc. Et ne vivant pas en chair, dans leur chair, ces problèmes, ils les ont délaissés et au fil des ans, ils se sont aggravés et on en est aujourd'hui de réforme en réforme, de plan cadre à loi cadre, etc., sans vraiment arriver à sortir. Et on le voit que pour le dernier gouvernement, on a placé M. Chakib Ben Moussa, qui est presque un ministre de souveraineté, pour ne pas dire plein ministre de souveraineté, de manière s'il s'occupe. Donc, c'est ce système, tel qu'il a été installé au début et qui a été vicié, qui a fait perdre, ou plutôt qui a été l'outil de la reproduction de la langue française au Maroc. Évidemment, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, on en reviendra tout à l'heure pour parler de la situation réelle du linguisme au Maroc, bilinguisme, trilinguisme, monolinguisme, etc. Et comment ça se déroule et comme tu l'as dit, comment on a perdu en cours de route le bilinguisme, d'où la fameuse expression un analphabète bilingue. Voilà, justement, Lamine. En Mauritanie, on connaît peu l'expérience mauritanienne. Aujourd'hui, on a l'impression que l'arabe est plus usité et plus utilisé par l'élite mauritanienne que le français que dans d'autres pays du Maghreb. C'est-à-dire que l'arabe a pu quand même s'imposer par rapport au français. Qu'en est-il réellement, Lamine? Globalement, la situation en Mauritanie, au Maroc, en Algérie, initialement, les situations se sont présentées de la même manière. C'est-à-dire au lendemain des indépendances, revendications nationalistes en faveur d'une arabisation du système d'enseignement, des institutions de l'État, etc. etc. Mais l'essentiel de l'enseignement, dans les années 60 par exemple, était plus ou moins en français. C'est-à-dire, je parle de l'école moderne. Parce qu'il y a deux systèmes d'enseignement en Mauritanie. Il y a le système d'enseignement traditionnel de Mahadra, qui est l'équivalent de l'enseignement traditionnel à la mosquée, dans les zaouïas, etc., qui était très, très répandu. Et puis après, il y avait un enseignement urbain issu du processus, issu de la colonisation. À l'indépendance, on introduit quelques matières d'arabe au primaire, au collège ou au lycée, mais à partir d'un moment donné, les revendications nationalistes, des courants nationalistes issus d'importation orientale comme le Ba'ath ou le Harak al-Nasriya par exemple, revendiquaient davantage, et les courants islamistes aussi, hein, qui n'avaient pas l'ampleur qu'ils ont aujourd'hui, mais revendiquaient davantage la présence d'arabe dans l'enseignement. On se retrouve avec des réformes très 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 mal étudiées, où à la fin nous nous retrouvons aujourd'hui. Je suis de la dernière génération ayant fait un enseignement bilingue, je crois. Hein. Aujourd'hui, mes petits frères, mes neveux, quand je parle avec eux, ils parlent plus anglais que français. Et c'est le résultat de ce processus-là.
Et les élites étaient beaucoup plus bilingues à l'époque, ou plutôt francophones. Aujourd'hui, on est dans un système qui me rappelle aussi celui que je vois au Maroc ou en Algérie, où les hommes politiques qui sont au centre de la décision réclament davantage, tous les 4 ou 5, 6 ans, il y a une réforme ou une déclaration d'un homme politique réclamant par exemple la généralisation de l'usage de l'arabe dans les circulaires administratives ou ministérielles, etc. Et en même temps, ses propres enfants ne sont pas scolarisés dans ce système qu'il prétend défendre, mais plutôt dans des écoles privées. Si ce n'est pas l'école, le système d'enseignement dépendant de la mission française, c'est au moins celui d'institutions privées qui appliquent le programme français. Et donc, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une minorité de privilégiés qui auront demain accès aux grandes universités du monde et une masse qui est victime justement de ce discours populiste et démagogique parce qu'ils n'auront étudié qu'en arabe et arrivé à un certain moment, notamment devant le marché de l'emploi, il y a une inégalité flagrante. Cela dit, cette situation provoque aussi un autre phénomène. Le recul du français fait qu'aujourd'hui, avec notamment les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup plus d'outils que les générations anciennes, avec notamment l'accès à des milliers de chaînes de télévision, l'accès à Internet, etc. Les jeunes d'aujourd'hui, par exemple, s'ils ne sont pas complètement arabophones, ils tendent beaucoup plus aujourd'hui, par exemple, à s'intéresser à l'anglais, aux films américains, au rap américain, etc. On n'écoute plus la chanson française, par exemple, en Mauritanie. Je ne connais presque ni à la radio, ni dans les rues ou dans un taxi. On ne parle plus de littérature francophone, y compris d'origine maghrébine, par exemple. Quand je demande aujourd'hui à un jeune collégien, est-ce qu'il connaît Mouloud Fouran, par exemple, il est inconnu, alors que moi, je suis la génération qui l'avait étudié. Et donc, on se retrouve aujourd'hui, c'est quasiment la même situation que j'ai observée au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Même si le cas tunisien est un peu plus différent quand même que le cas marocain, algérien, mauritanien. Je me tourne vers Abdou Sammar. Naïm Kamal a parlé d'analphabétisme bilingue. On a l'impression que cette expression a été utilisée aussi en Algérie. On est face après une arabisation sous-boumedienne qui était un peu hasardeuse. On se retrouve avec des jeunes qui ne parlent ni arabe bien et l'écrivent encore moins bien, ni un français bien. En fait, chez nous, Karim, on ne parle même pas d'analphabétisme bilingue, on parle de zéro linguisme. C'est-à-dire qu'à force de brutaliser les enfants algériens, à force de leur intoxiquer des politiques ou de les soumettre à des politiques éducatives très arbitraires qui sont déconnectées des réalités sociales du pays, à force de les intoxiquer par des notions idéologiques, avec des notions idéologiques, on a formé des jeunes qui ne maîtrisent aucune langue, ni l'arabe réel, ni le français réel. D'ailleurs, en Algérie, moi j'appartiens à cette génération qui se réclame de la naissance d'une nouvelle langue, la langue algérienne tout court. Cette forme, elle existe, la langue algérienne. La darija, ce qu'on appelle la darija algérienne. Non, même pas darija. Moi, je fais partie de ceux et celles qui disent que c'est une langue constituée qui s'appelle l'algérien, qui est un mélange de français, d'arabe, de berbère, etc. Une langue vernaculaire on peut la doter de grammaire, on peut la doter d'un certain orthographe, etc. Le problème n'est pas là, Karim. Le problème du français au Maghreb, en général, en Algérie en particulier, parce que l'Algérie a une histoire particulière avec la France, pour des raisons que vous pouvez deviner. Les autres pays étaient des protectorats. L'Algérie était une colonie de peuplement, donc le rapport avec la langue il est beaucoup plus important. Dans un pays où je vous rappelle tous, vous connaissez tous la citation de Kateb Yassine, la langue est un butin de guerre. On fantasme beaucoup sur l'anglais. L'anglais ne remplacera jamais le français, ni en Algérie, ni dans aucun autre pays maghrébin. Pour la simple raison que ce n'est pas parce que quelques fils de dirigeants, ou quelques fils de milliardaires ou de millionnaires, ou quelques l'élite, oui, l'élite essaie de s'intéresser à l'anglais. Mais la majorité écrasante des Maghrébins n'ont pas accès à l'anglais. Pour la simple raison qu'il y a une pénurie d'enseignants de langue anglaise. En Algérie, à l'intérieur du pays, si on sort des grandes wilayas du Nord et des grandes villes du Nord, pour trouver un enseignant qui enseigne l'anglais, il faut vraiment courir. Hein.
Il y a une pénurie terrible. Il y a des écoles en Algérie où il y a pas, où il y a, à la rentrée scolaire, on attend 2, 3, voire 4 mois pour trouver un enseignant d'anglais ou même un enseignant de français. L'anglais ne remplacera pas pour une autre raison aussi très importante, Karim, qu'on oublie. C'est l'importance des liens des diasporas maghrébines avec la France. Quand on compte le nombre d'Algériens qui habitent en France, plus de 3 millions, presque 4 millions d'Algériens, que ce soit les résidents, les franco-algériens, les sans-papiers, etc. À cela, il faut rajouter minimum presque 1 million de Marocains. À cela, il faut rajouter 700 000 ou 800 000 Tunisiens. Le nombre des étudiants maghrébins qui sont en France. Les Marocains, plus de 35 000. Les Algériens, plus de 32 000. Les Tunisiens, presque 15 000. Ces liens humains font en sorte que le français continue de vivre au Maghreb. Il continuera de vivre. On ne peut pas remplacer ces liens humains d'un clin d'œil. On n'est pas le Rwanda. Le Rwanda, par exemple, Paul Kagame, après le génocide, dès son arrivée au pouvoir, allait pour couper le cordon ombilical avec la France, qui a joué un rôle malheureux dans le génocide rwandais. Il a décidé de changer, de ne plus parler français, de sortir carrément de la francophonie, et d'aller vers le Commonwealth et d'aller vers l'anglais. C'est pas la même chose. Les Rwandais n'ont pas les mêmes rapports humains aussi intenses avec la France. Il n'y a pas une diaspora rwandaise aussi importante en France que la diaspora algérienne ou marocaine ou tunisienne. C'est pas les mêmes rapports. Et géographiquement, le Rwanda c'est au bout de la terre et la France c'est au bout de la terre. C'est pas la même. On n'est pas du tout dans la même configuration. Il faut arrêter de fantasmer. On n'est pas l'Inde, on n'est pas le Pakistan. On n'est pas on n'a pas ni les moyens techniques pour vulgariser l'anglais encore. Et il ne faut pas prendre des phénomènes microscopiques, à savoir les enfants des élites, les enfants des dirigeants, les enfants des riches, et on le confond avec les autres couches de la société. Aujourd'hui, il y a un recul du français. En Algérie, il y a clairement un recul du français pour des considérations démographiques. On fait 1 million de bébés par an. Donc l'arabe a été imposé de manière arbitraire et s'est propagé très facilement dans la société algérienne. La preuve, en Algérie, on a les quotidiens arabophones qui ont pratiquement les meilleurs tirages du monde arabe. À un moment donné, Khabar ou Shorour avait des tirages de plus de 300 000 jusqu'à 400 000 exemplaires. Et il y a des jours où Shorour, il y a quelques années de cela, il a tiré plus de 400 000 exemplaires. Maintenant, ces journaux ont reculé parce qu'il n'y a plus de liberté d'expression, il y a les réseaux sociaux, le phénomène d'Internet. Mais sinon, la société est les nouvelles générations algériennes sont majoritairement arabisées. Majoritairement. Sauf que arabisés, c'est pas l'arabe classique. Ils lisent l'arabe, ils comprennent l'arabe, mais ils n'utilisent pas l'arabe classique dans leur quotidien parce qu'il y a cette langue maternelle et cette langue vernaculaire qui est l'algérien. Le français, on estime, les dernières statistiques, c'était des chiffres qui ont été communiqués par l'ambassade de France à Alger, qu'il y a encore 11 millions de francophones en Algérie. Ce qui fait de l'Algérie le 3e pays francophone au monde, après la France, et le 2e pays, c'est le Congo-Kinshasa, qui a une population francophone importante. Donc, même si on ne fait pas partie de l'organisation de la francophonie, même si politiquement on peut se disputer avec la France comme on veut, on peut diaboliser la France comme on veut, mais il y a les liens humains, les liens de l'histoire, les liens de la géographie, le destin commun qui a été... c'est ça, c'est de l'histoire. On ne peut pas l'effacer du jour au lendemain et le remplacer par l'anglais. D'autant plus que nos systèmes éducatifs, malheureusement, à force le panarabisme a pris il y a eu un monopole. Et après, dessus, il y a eu un monopole terrible. On a trop glorifié la langue arabe, alors que les autres pays arabes, comme les pays du Golfe, etc., ils n'ont aucun complexe à enseigner les sciences, par exemple, en anglais, etc. En Algérie, on avait une ancienne ministre, je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle, Ben Rabret, Nouria Ben Rabret, qui a voulu un peu faire reculer cette domination. Naïm Kamal va revenir un peu rebondir sur ce que tu as dit parce que je pense qu'il n'est pas tout à fait d'accord. C'est pas que je ne suis pas tout à fait d'accord, mais j'aimerais bien relativiser ce qui a été dit sur l'impossibilité d'installer l'anglais au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie ou en Mauritanie. Parce que c'est en partie vrai. Il y a des liens historiques, il y a des liens humains et il y a surtout des liens économiques. Parce que étant premier partenaire pour le Maroc, je crois que c'est même le cas pour l'Algérie, pour la Tunisie, pour la Mauritanie, premier partenaire que ce soit dans l'import ou dans l'export de ces pays, ça crée forcément une obligation d'échange et un moyen de pression pour maintenir le français. D'ailleurs, le problème,
c'est que les Français, contrairement aux anglophones, aux anglo-saxons, ils font de la maîtrise de leur langue, de leur culture, une condition sine qua non. D'ailleurs, vous ne trouverez pas en Angleterre, aux États-Unis, au Canada anglophone, une institution comme l'instance, l'organisation mondiale de la internationale de la francophonie. Vous ne trouverez pas des organismes de la défense de la langue et de la propagation de la langue française, de la langue anglaise, comme vous le trouvez pour la langue française. Maintenant, on nous dit qu'il est impossible d'angliciser, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas d'enseignants anglais, en anglais assez formés et en quantité suffisante. Ben, il faut un début laboratoire. Aujourd'hui, le problème s'est posé au Maroc. Lorsqu'on a parlé de la loi cadre de l'enseignement, la récente, la dernière en date, et qu'on a dit, bon, c'est la langue arabe qui est la langue officielle, mais qu'on va réintroduire la langue française dans le secondaire et le primaire à des niveaux et à des quotas assez importants pour qu'on puisse permettre que dans l'enseignement supérieur, les étudiants soient en mesure de suivre les cours et la recherche en français. On s'est trouvé devant un fait, c'est que non plus, il n'y a plus d'enseignants français qualifiés, qui ont la compétence, qui ont la compétence d'enseigner la langue française. C'est une déperdition qui s'est faite, parce que ça a commencé en 74-75, on est en 2020, ça fait 45 ans. Et en cours de route, vous avez aujourd'hui, quand vous voyez des enseignants qui enseignent la langue française et qui enseignent une matière scientifique en français, ils ne maîtrisent pas la langue française. Ils apprennent aux enfants des fautes de syntaxe, d'orthographe, de grammaire. Ce qui ne les empêche pas de communiquer. Ça ne les empêche pas de communiquer. Ça ne les empêche pas de communiquer. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, on le sait, les Français eux-mêmes le savent, quand ils veulent, évidemment, Abdou il a raison quand il dit que nous n'avons pas la même nature de relation avec la France. 132 ans de colonisation, ce n'est pas 40 ans de protectorat, ce sont deux choses différentes. Alors que, paradoxalement, le Maroc ne s'est francisé qu'après l'indépendance. Parce que la France n'a fait aucun effort particulier pour enseigner la langue française aux Marocains. C'était quelques fils les écoles de ce qu'on appelait les écoles de fils de notables. Mais le peuple continuait à aller au Msid, et à apprendre l'arabe classique. Et apprendre l'arabe classique et aller dans les écoles du mouvement national. Le Medels Wandramis, qui étaient les écoles qui enseignaient rien qu'en arabe. C'est après l'indépendance, et avec des coopérants, ce qu'on appelait les coopérants à l'époque technique, que le français a connu son expansion. Maintenant, il faut constater que nous assistons à un recul de la langue française, à un recul, n'en parlons pas de l'arabe, parce que même si, en principe, moi je suis plus adepte, je ne dis pas qu'une langue est sous-développée. C'est l'homme qui la travaille, qui la véhicule, qui est sous-développé. Une langue est développée quand celui qui la porte est développé. Quand les Arabes étaient proportionnellement dans un stade développé, l'arabe était une langue recherchée. C'était la langue des élites. Quand le français était au fait de sa gloire, c'était également la langue des élites. C'est pour ça d'ailleurs que on voyait dans les films égyptiens comment c'était bien de placer un mot, deux, trois en français, ça montrait qu'on appartenait à cette langue. Maintenant, il est quelque chose d'acquis, c'est que l'essentiel de la recherche, que ce soit en matière d'art, en matière et dans les arts et la culture, de cinéma, de peinture, d'écriture et de production, que ce soit dans la recherche scientifique technologique, les ressources sont en anglais. Et la plupart du temps, on le voit évidemment chez les Français, mais également chez les Marocains, chez les Algériens, quand on veut pousser un peu plus loin les études qu'un simple doctorat, parce qu'aujourd'hui un doctorat c'est devenu un diplôme banal, bah, il faut maîtriser la langue, il faut maîtriser la langue anglaise. Donc c'est quelque chose que la mondialisation et la puissance
scientifique et technologique et culturel, parce que, quand je dis culturel, pour qu'une pièce de théâtre ou pour qu'un film soit reconnu à l'échelle mondiale, il faut qu'il passe par Broadway ou par Hollywood, ou qu'il passe par les Oscars. Et c'est cette puissance qui va faire en sorte que l'obligation d'aller vers l'anglais. Aujourd'hui, les Britanniques ouvrent des écoles au Maroc. On va y arriver, Naïm, Je m'adresse à Lamine Ould Salem. Abdou Sammar semble très sceptique. Il a des arguments qu'il dit c'est impossible ou pratiquement impossible une anglicisation des élites ou de la population au Maghreb. Mais aujourd'hui, on assiste réellement à un recul de l'anglais. C'est un fait. Aujourd'hui, par exemple, à Rabat et à Casablanca, les deux grandes villes importantes au Maroc, il y a beaucoup de lycées qui adoptent l'anglais, pas forcément que de l'élite, mais ça s'élargit un peu pour tout le monde. Il y a des instituts, des écoles supérieures qui enseignent exclusivement en anglais. Certaines ministères, certaines administrations, on voit la disparition du français des écriteaux, des façades, remplacées soit par l'amazigh, soit par l'anglais. Donc, à ton avis, Lamine, aujourd'hui, l'anglais commence à s'imposer d'autant plus que l'argument de l'absence de personnel qualifié pour enseigner l'anglais ne tient plus la route, vu que les enfants, et je parle des miens en premier, à travers Netflix, à travers YouTube, à travers Internet, vont à cette langue-là et l'apprennent facilement. Aujourd'hui, je constate que les enfants, même des enfants de pauvres, pas de riches, mais des enfants de classe moyenne et moins encore, ils ont plus de facilité à chanter en anglais, à lire en anglais, à regarder des films anglais en VO, et le français disparaît. Je vois peu de gens s'intéresser à Jacques Brel, à Georges Brassens, à Léo Ferré, lire Camus, lire autre chose. Les gens sont sur une Netflixisation avec de l'anglais qui s'impose, non? Je crois que je donne raison en partie à Abdou en disant qu'effectivement, vu les liens, c'est-à-dire les liens historiques, les liens, l'intensité des échanges démographiques, etc., plus l'argument développé tout à l'heure par Naïm Kamel, c'est-à-dire les échanges économiques, la France reste le premier partenaire de quasiment tous les pays du Maghreb, hein, et de l'essentiel aussi des pays d'Afrique subsaharienne, anciennement colonie française. Ces éléments font qu'effectivement, le français garde quand même une place plus ou moins, garde une certaine position. Mais cela n'empêche pas qu'effectivement, qu'on observe aujourd'hui, avec le système les différentes réformes d'enseignement, etc., que le français perd de la place par rapport à l'arabe, et deuxièmement, les nouvelles générations qui ont accès justement à Netflix, à Internet, dans n'importe quel pays du Maghreb aujourd'hui, chaque famille a accès à la télévision par satellite avec des milliers et des dizaines de milliers de chaînes, dont une très grande partie sont en anglais. Donc, ces facteurs font qu'effectivement, l'anglais aujourd'hui, je ne pense pas qu'il menace le français, comme cela a été le cas en Afrique centrale avec le cas du Rwanda, où la décision de remplacer le français par l'anglais a été prise et appliquée avec autant de facilité. Je ne pense pas. Mais il y a un désintérêt. Au Maghreb aujourd'hui, dans certains milieux, notamment les milieux populaires, un désintérêt vis-à-vis de la langue française, tout simplement soit parce que c'est dû aux différentes réformes éducatives, c'est aussi, je pense aussi, dû au fait que la production intellectuelle et artistique française reste beaucoup en deçà, beaucoup plus faible que la production en langue anglaise. N'oublions pas aussi que la France est défendue par un pays, c'est la France, alors que l'anglais est la langue de la Grande-Bretagne, des États-Unis, du Canada, de l'Australie. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas besoin d'une OIF, de l'équivalent de l'OIF pour défendre l'anglais, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ont suffisamment de moyens pour que leur langue se diffuse, alors que le français aujourd'hui, sans l'implication de la France, oui, le français disparaîtrait d'un certain nombre de pays. Mais le français garde quand même une certaine position, mais peut-être qu'à long terme, peut-être dans 2 ou 3 générations, oui, il pourrait être menacé. Il y a Naïm qui voudrait... J'aimerais juste ajouter une chose.
Parce que je ne suis pas en train de parler d'une position francophobe ni francophile d'ailleurs. Je n'y à être ni l'un ni l'autre. Mais ce que disait Abdou tout à l'heure, quand il parlait de Katib Yassine et qu'il disait que c'est un butin de guerre, pour moi ce n'est ni un butin de guerre ni rien d'autre. C'est seulement quelque chose que j'ai trouvé devant moi et qui m'a permis, et je parle évidemment de mon expérience politique, qui m'a permis d'accéder à un savoir que l'arabe ne m'aurait pas permis, ne serait-ce que parce que les traductions des autres productions mondiales, que ce soit l'américaine, l'anglaise, l'allemande, la chinoise, se faisaient beaucoup plus en français qu'en arabe. Donc c'est un instrument qui m'a été très utile. Mais en même temps, malheureusement, j'ai pris conscience de ça un peu plus tard. J'ai également été affronté à ses limites. La première fois où je me suis retrouvé aux Nations Unies, c'était dans une autre vie. J'étais tout fier. Parce que tu as eu une autre vie. Oui, bien sûr, à mon âge, forcément. Donc, quand j'étais aux Nations Unies, pour la première fois, je me suis trouvé avec une langue que je croyais clé de toutes les portes, inutile. À la limite, l'arabe me servait un peu plus que le français. En dehors des documents, toutes les discussions, et c'est là où j'ai pris conscience de cette limite de la langue française dans les relations internationales et dans les échanges avec l'autre. Oui. Le débat n'est pas entre. Il est clair que l'anglais est plus puissant que le français. Le problème n'est pas là. On est tous d'accord. L'anglais est une langue universelle. Mais est-ce que les Maghrébins ont les moyens matériels, économiques et intellectuels pour s'intégrer au monde anglo-saxon? C'est ça la question du débat de notre émission. Sinon, entre l'anglais et le français, il n'y a pas de photo. On est tous d'accord. Alors, je l'ai dit au début, il y a un début à tout. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut qu'on fasse le constat, et c'est celui que je suis en train de faire. C'est qu'avec la langue française, nous avons atteint le plafond de verre. On ne peut pas aller plus loin. Maintenant, si on veut vraiment aller plus loin, trouver une place dans le monde qui est en train de changer, dans cette géopolitique en mouvement, et c'est pas avec le français on a plus de chances de communiquer avec les Chinois en anglais que de communiquer en français. Peut-être en arabe, parce qu'eux, ils font l'effort de former des gens qui connaissent la langue arabe et qui viennent travailler dans le monde arabe avec la langue du pays. Mais je dis, c'est pas parce qu'il y a un fait que ce fait est ad vitam aeternam. Donc, il faut qu'à un moment donné, on se dise, de toute façon, le mouvement est enclenché, qu'on le veuille ou pas. Moi, je parle du Maroc. Je ne sais pas ça fait longtemps. La dernière fois, c'est quasiment la même chose. La dernière. Moi, je suis pas d'accord avec vous, honnêtement. La dernière fois où j'étais en Algérie, c'était en 1996. Donc, beaucoup de choses ont dû évoluer et ils ont beaucoup changé. Je ne peux pas donc parler pour ce qui se passe. Alors, justement. Mais quand je parle pour le Maroc, aujourd'hui, moi, je le constate, je le vois, parce que j'ai parlé tout à l'heure d'un enseignement à plusieurs vitesses. Nous avons un enseignement américain, nous avons un enseignement anglais, nous avons un enseignement belge, nous avons un enseignement français, nous avons un enseignement marocain privé et nous avons un enseignement marocain public. Alors vous voyez un peu le patchwork, j'allais dire le bordel, pour être plus précis. Et je vois comment mes amis, dans mes familles, dans mes relations, ailleurs aussi, comment les parents insistent, mettent les moyens pour que dès leur jeune âge, leurs enfants se mettent à l'anglais. Si l'école où ils sont n'incorpore pas une part d'anglais dans les programmes assez consistante, ils pallient ça en inscrivant leurs enfants dans les missions, enfin dans les écoles privées ou des écoles placées par les États. Attendez une minute, Yajma. Mais vous ne pouvez pas imaginer. On ne peut pas prendre exemple. Qu'est-ce que vous. On ne peut pas prendre exemple sur nous-mêmes. Ça dépend ce qu'on entend par élite. D'accord, on va peut-être. Je vais répondre. Peut-être écouter. Parce
parce qu'il est... Écoutez quand même Abdo qui n'est pas d'accord. Allez Abdo, vas-y. Moi, je veux détruire un fantasme. Le fantasme que les Maghrébins accèdent à Netflix, tout ça. Qu'on nous sorte les statistiques des abonnés maghrébins de Netflix. Et comparer avec les abonnés de beIN des télévisions moyen-orientales, regardez les audiences de Amazon ou de Netflix au Maghreb et comparez-les avec les audiences des télévisions moyen-orientales et des pays du Golfe, ou là, les télévisions égyptiennes, les séries libanaises, les séries turques. Vous allez voir, c'est faux. Le Maghrébin ne réfléchit pas du tout en anglais. Le Maghrébin d'aujourd'hui est un consommateur des produits culturels moyen-orientaux. Personne n'a dit que le Maghrébin pense en anglais. Hein. Attendez, je termine, mais c'est très important. Au Maghreb, il y a les élites auxquelles nous appartenons, qui ont eu la chance d'avoir un certain train de vie et ont eu la chance de voyager et qui, dans notre entourage, on remarque effectivement une pénétration plus facile de l'anglais. Je vous rappelle qu'au Maghreb, les masses populaires, l'élite, de par son pouvoir d'achat, de par sa position sociale, elle est hyper minoritaire. Au Maroc, vous savez très bien, le Maroc rural, l'Algérie profonde. Je termine je voulais dire une chose très importante, Naïm. Le Maghreb, malheureusement, aujourd'hui, il est colonisé par le contenu culturel, idéologique, purement moyen-oriental. Les nanaïm même pas français, même pas français. Turc. Même pas français. Non mais pire encore, nous n'existons même pas culturellement. Nous n'avons même pas été capables, ni au Maroc, ni en Tunisie, ni encore moins en Libye, ni en Mauritanie, de fabriquer une série qui a traversé nos frontières. Par contre, les séries turques, les jeunes Algériens les imitent, les jeunes Marocains les imitent, les séries libanaises, la Syrie qui est en guerre, qui est ravagée par la guerre, a plus de soft power que tous les pays maghrébins réunis. Donc la problématique n'est pas au niveau de l'anglais, c'est que le Maghrébin lui-même, il faut le dire, n'existe pas culturellement. On n'existe pas culturellement. Au Maroc, on fantasme sur la cuisine française, marocaine qui est universelle. L'Algérie fantasme sur le rail ou le couscous. Mais réellement, sur le plan culturel, nous sommes encore que des consommateurs parce que nos pays sont faibles, parce qu'on est encore faible sur le plan économique et culturel. Donc on est dans la position du consommateur. Abdo, on est d'accord. Moi, c'est pour ça que je vous ai posé avant que vous vous lanciez dans votre... plaidoyer recevable sur l'état des lieux et qui correspond à la réalité, que c'est vrai que le Maghrébin est un grand consommateur de la production beIN-SPORT. Bon, on comprend, c'est facile, parce que le foot, c'est un langage plus universel encore que l'anglais. Mais on parle des séries, et c'est vraiment les Turcs, les Syriens, moins maintenant. Il y a eu une époque où les Syriens, les Libanais, les oui, mais on ne les regarde pas dans la langue turque, on les regarde avec un arabe moyen-oriental ou marocain ou algérien. Traduite en dialectal. Exactement. Traduite en dialectal. Moi, mais il me reste à déterminer ce qu'on appelle les élites. Vous savez, au Maroc, les gens dont je parle, ce ne sont pas des gens de la classe moyenne. Ce sont des gens de la petite bourgeoisie, des petits fonctionnaires qui se saignent les 80 pour former leurs enfants. C'est de cela que je parlais. C'est pour ça que je dis qu'il y a un moment... Ils sont minoritaires, malheureusement. Mais à la langue, parce qu'on est en train aujourd'hui d'introduire l'anglais dans l'enseignement public. À partir de la première, il y a eu un accord qui a été conclu avec la Grande-Bretagne. Et il y aura un moment, c'est pour ça que dès le début, j'ai fixé le cap. J'ai dit, il faut un début à tout. Nous sommes aujourd'hui dans une étape charnière. Il ne faut pas s'accrocher à quelque chose qui est en train de mourir. Sinon, on risque de mourir avec. Moi, je dis... Mais c'est ça le problème, Naïm. On s'accroche à la culture. Le débat réellement, c'est que les Maghrébins s'accrochent plus à l'arabe que les pays du Moyen-Orient. C'est ça le problème. La culture occidentale est aujourd'hui la culture. La culture occidentale est aujourd'hui la culture. Quand vous allez en Chine, quand vous allez en Corée du Sud, quand vous allez au Japon, même s'ils préservent leur tradition et leur substrat culturel, ils dansent sur la musique occidentale, ils épousent
la mode vestimentaire occidentale, ils lisent occidental et ils suivent ce que l'Occident fait en termes de technologie, que ce soit sur les smartphones, que ce soit pour aller à la Lune, que ce soit pour fabriquer des armes. Donc, il y a le mode. Et là, moi, je peux vous conseiller, à toi et à Lamine, peut-être vous l'avez lu, c'est, comment il s'appelle déjà, Harari, Oui, l'Israélien. L'Israélien Harari, Ouais. qui est les questions du 21e siècle, pour bien comprendre les enjeux qui sont en train de se faire. Et je dis que il faut, vous savez, comme tout mouvement de l'histoire, il y a toujours une minorité agissante qui va prendre en charge un Qui est phénomène, l'élite dans ce cas-là. qui est l'élite et au-dessus de l'élite, et qui prend en charge un phénomène et qui après va le propager, va le décupler, le dupliquer sur l'ensemble de la société. Je ne dis pas que ça se fera en 5 ans, en 10 ans, en 20 ans, mais c'est un mouvement, à mon sens, qui est enclenché. Alors, avant de passer au deuxième sujet, j'aimerais bien juste, mais vraiment très bref, un commentaire bref. L'amazigh comme langue s'imposera ou pas, mais d'une manière très brève. Vous savez, moi j'ai toujours dit à mes amis amazigh, sachant que ma mère est amazigh. Je suis donc un Marocain pur, croisé, et je ne sais pas les croisements, ça remonte à quoi? Que c'est une perte de temps. C'est bien de préserver l'amazigh en tant que culture, en tant que viande. Mais de dire aujourd'hui qu'on va créer une grammaire, une culture, une linguistique avec le tséfinar, avec le nouvel langage, alors que déjà l'arabe lui-même est en perte de vitesse. Donc, pas d'avenir pour la langue amazigh. Soyons clairs et brefs. Je n'y crois Comme pas. langue. Je sais que je vais hérisser pas mal de cheveux, mais je n'y crois pas. Personnellement, je n'y crois pas. D'accord, Lamine. La Alors, question est l'amazigh. très sensible. Hein. Oui, mais il faut bien répondre. Faut bien La question est répondre. très sensible. Pour être poli, je ne pense pas que dans 15, 20 ou 30 ans, je vais voir des générations entières d'étudiants diplômés en mathématiques en amazigh ou dans des langues populaires. Mais cela dit, ce sont des cultures très fortes et je pense qu'elles n'ont même pas besoin de nous pour se préserver et se maintenir. Abdo? Fais attention, Abdou. Hein. Non, j'en ai déjà parlé à maintes reprises de la question amazigh qui est encore plus sensible en Algérie, et surtout dans le contexte actuel. Non, l'amazigh est un patrimoine. Il survivra toujours comme étant un patrimoine, comme étant une composante identitaire, mais pas plus. Pas plus. La langue, donc. Pas La plus, question parce est sur la langue amazigh. Mais non, en tant que patrimoine, ce sera une langue de patrimoine, c'est-à-dire la langue des sentiments, la langue des émotions. Mais elle ne sera jamais la langue du business, ne sera jamais la langue de la modernité, sera jamais. Mais comme tout l'arabe d'ailleurs, vous allez voir que dans un siècle, peut-être nous ne le vivrons pas, mais l'arabe sera bientôt une langue morte. Demain, il y aura le chinois qui va dominer, il y aura le sud-coréen. On a parlé tout à l'heure de la Corée du Sud d'ailleurs. Juste une remarque pour terminer. Quelle est la série qui marche le plus sur Netflix? Squid Game, c'est une série sud-coréenne, mais qui n'utilise pas l'anglais. C'est en sud-coréen, sous-titré en anglais. C'est pensé en sud-coréen. Moi, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, la langue n'est qu'un véhicule, n'est qu'un moyen. Or, voilà. Nous, les Maghrébins, nous ne réfléchissons pas. Il n'y a pas de pensée maghrébine. Tant qu'il n'y a pas une pensée, tant que nous ne savons pas ce que nous voulons dans la vie, ce que nous voulons construire, vers quoi nous allons, on aura beau même maîtriser le chinois, on ne sera jamais comme la Chine. Il n'existe pas une pensée maghrébine parce qu'il n'y a pas de projet maghrébin. Il y a une pensée sud-coréenne, il y a une pensée japonaise, il y a une pensée malaisienne, il y a une pensée turque, mais il n'y a pas de pensée maghrébine. Merci Lamine, merci Abdo, merci Naïm pour ce débat passionnant et passionné. Et nous passons rapidement faire le bilan du Covid, de la gestion du Covid-19. Rapidement alors. Rapidement pour faire la gestion du bilan du Covid-19 dans les pays du Maghreb. C'est là. La prise en charge des malades, la campagne de vaccination, l'imposition d'un pass. Je commence, tiens, par l'imposition au Maroc du pass vaccinal qui a soulevé beaucoup de passion et beaucoup de polémiques. Naïm, rapidement. Oui, rapidement. D'abord, moi, je suis je n'aime pas la pétitionnite. Cette inflammation, chaque fois qu'il y a un truc tu parles bien de la signature d'une pétition anti-pass au Maroc. Ça ne veut rien dire. Et aujourd'hui, il faut constater que quand on a fait un effort pour vacciner les gens, qui a été coûteux, et qu'une partie néglige
de se vacciner, il faudrait trouver le moyen de l'astreindre à aller se vacciner. Ce n'est pas parce que sous prétexte démocratique ou sous prétexte de liberté de choix, etc. Car il ne faut jamais l'oublier, nous avons eu l'original, nous avons eu le variant, il y a les sous-variants qui arrivent, ça frémit un peu partout dans le monde et le risque est toujours là. Et on ne peut pas vacciner 22 millions de Marocains, et je parle pour le Maroc bien sûr, et laisser 8 millions de cibles en villégiature, alors qu'il peut. J'ai vu dans la pétition, nous sommes en bonne santé. Oui, mais vous êtes en bonne santé, mais vous allez le transmettre. Mais si vous êtes vacciné, la charge virale, Mais les contradictoires disent que le gouvernement n'a pas imposé, le vaccin et il impose le pass. Donc c'est un peu tordre le cou un peu à la logique, non? Il ne faut jamais oublier que dans l'état d'urgence sanitaire, il y a urgence. Et parfois dans l'urgence, on peut zapper des cases. C'est vrai, je suis complètement d'accord. D'abord, on aurait dû rendre le vaccin obligatoire. Rendre le vaccin obligatoire, donner un délai d'une dizaine de jours en expliquant aux gens que à partir de telle date, mais au bout de mettre en application sur 3 jours une décision aussi importante. D'ailleurs, que même l'État n'aura pas, sur le long terme, les moyens de vraiment contrôler. Soyons sérieux. Soyons sérieux. On ne va pas se retrouver tout le temps en train de vérifier les passes de chacun avec sa carte d'identité, là où il va. C'est pas possible, c'est pas faisable. Sinon, s'il y avait un tel respect de la loi, on le saurait. Hein, sur d'autres choses, sur d'autres cas. Donc ça, c'est à ce niveau-là. Mais je dis, il y a un effort qui a été fait. Il a été très coûteux, il y a eu une adhésion populaire qui n'a pas rechigné à se faire vacciner. 1 dose, 2 doses, et moi, 3e dose, ça peut te renseigner. Félicitations. Ça peut te renseigner sur mon âge, Abdo. Il est déjà à sa 3e dose de vaccin. Hein? Tu es déjà à ta 3e dose de vaccin. 3e âge. Donc il faut y aller. Il faut y aller. J'ai fait AstraZeneca, puis pour la 3e dose Pfizer, j'ai eu un peu mal à l'épaule. Je n'en suis pas mort. Qu'on arrête. Merci. Lamine, alors, la gestion du Covid au Maghreb, qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend des pays. Ça dépend aussi des périodes. Au début, je pense que tout le monde a paniqué. Un pays comme le Maroc a été un des premiers à avoir même un peu plus loin que les autres pays du monde, en fermant immédiatement ses frontières, etc., en confinant, etc. Un pays comme l'Algérie a confiné sur une durée beaucoup plus longue que le Maroc. Je pense que jusqu'à présent, les Algériens n'ont toujours pas retrouvé une vie plus ou moins normale. La Tunisie a été... Abdo va dire que ça arrange le régime. Après, on verra ce que va dire Abdo, on l'entendra. Mais... Ce qui est d'ailleurs vrai. La Tunisie, quand même, qui était réputée par ses structures sanitaires et le degré a passé des mois très difficiles. Ce qui a été le pays qui a vraiment eu le plus de difficultés à gérer, notamment avec des hôpitaux submergés, etc. Voilà. Globalement, moi je pense que chaque pays a essayé de gérer en fonction de ses moyens, de son contexte politique, sociologique, etc. Mais là, on est arrivé à un moment où je pense qu'on doit faire comme tout le monde, c'est-à-dire cette histoire du pass sanitaire, elle est inévitable. Il est vrai qu'on ne peut pas obliger les gens à se vacciner. Le principe de la vaccination doit rester au choix, sauf que les États, les administrations ont le BCG est obligatoire. Ont le droit de prendre des mesures, notamment, par exemple, j'ai vu que le gouverneur de Wallis de Nouadhibou a imposé, en tout cas dans sa wilaya, un pass sanitaire, c'est-à-dire l'entrée et la sortie dans la wilaya de Nouadhibou est conditionnée par la présentation d'un certificat de vaccination. Celui de Kifa également. Je pense qu'au début, oui, cela a créé quelques malentendus avec un certain nombre de citoyens, mais globalement, le résultat a été que aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de cas dans ces 2 villes. Merci, et la ville reprend quasiment avec le pass. Juste, je voudrais rappeler pour l'obligation des vaccins, il faut
je crois que c'est à peu près partout dans le monde. Par exemple, un vaccin comme le BCG contre la tuberculose est obligatoire si vous n'avez pas le BCG au premier mois de la naissance de l'enfant. Et si vous n'êtes pas vacciné BCG, vous n'êtes pas inscrit à l'école. À l'école, bien sûr. Alors, et ça fait des années et personne n'a trouvé à Abdou, le mot de la fin est pour Abdou Sammar. Alors, quelle gestion du Covid en Algérie? Chaotique. C'est une gestion politique. Les pays, pas qu'en Algérie, les deux pays principaux, la Tunisie et l'Algérie, l'épidémie a été utilisée à des fins politiques. C'est un petit peu grâce ou à cause de l'épidémie que le président tunisien actuel a fait son coup d'État déguisé. Il a utilisé le prétexte de l'urgence sanitaire, de la catastrophe sanitaire pour s'emparer de tous les pouvoirs. On ne peut pas le nier. Dommage qu'on n'a pas un Tunisien avec nous qui peut en témoigner. Mais c'est une vérité, il faut le dire. Kais Saïd, il a instrumentalisé les victimes de la Covid-19 pour s'emparer du pouvoir. En Algérie, on a instrumentalisé la Covid-19 pour mettre des gens en prison, pour éliminer le Hirak. Maintenant, voilà. Pour éliminer le Hirak. Maintenant, sur le plan purement vaccinal, arrêtons de déconner, au Maghreb, on devrait décréter l'obligation de se vacciner. Il faut instaurer l'obligation vaccinale. Pourquoi? Nous n'avons pas des systèmes de santé. Nous sommes parmi les pires systèmes de santé dans le monde. On ne peut pas se permettre de prendre le risque d'avoir des morts. On a vu en Algérie des gens qui mouraient dehors, qui mouraient dans les ambulances, faute d'oxygène, les gens suffoqués. On a des mouroirs. Nous n'avons pas des hôpitaux. Aucun pays maghrébin n'a un système de santé digne de ce nom. Absolument. Le pass sanitaire, ça ne marchera pas. Le pass sanitaire, c'est pour les pays développés, les gens qui ont des smartphones, le QR code, je ne sais pas quoi. Dans un pays où on continue à vendre de la soupe sur des trottoirs, on parle de pass sanitaire, c'est pas sérieux cette histoire. Il faut qu'on soit réaliste. Même au Japon, on vend de la soupe sur les trottoirs, hein, même au Japon. Ouais, mais c'est pas dans les mêmes conditions. Pas dans les mêmes conditions et le trottoir est beaucoup plus propre et beaucoup plus high-tech. C'est pas la même condition quand même. Je signale qu'en Algérie quand même, l'Algérie et la Tunisie, on est extrêmement en retard. On a à peine 4 millions de personnes entièrement vaccinées. On a à peine 4 millions de personnes vaccinées. Ça vous rendez compte? Le quatrième pays le plus riche d'Afrique a vacciné uniquement 4 millions de personnes. On n'a que de 11 millions et quelques de personnes qui ont reçu la première dose et 4 millions de personnes qui ont été entièrement vaccinées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quatrième vague, demain, va arriver. On va encore mourir. Il va y avoir une quatrième vague parce qu'il n'y a pas d'immunité collective. Donc, on va avoir encore le problème. Rappelez-vous ce qu'on a vécu en été en Tunisie et en Algérie, avec des hôpitaux qui sont devenus des mouroirs, des morts partout, dans les couloirs, des cimetières, des bulldozers qui creusent les tombes. On va revivre ce scénario catastrophique. Pour ne pas le revivre, c'est l'obligation vaccinale. Tout le monde doit se vacciner. On n'est pas en Europe du Nord pour discutailler, philosopher, etc. Il s'agit de sauver des vies. Deuxièmement, le choix des vaccins, Karim. Le Maroc, il a avancé, c'est des vaccins chinois. On n'en a pas encore la preuve. Regardons l'Angleterre avec AstraZeneca, il y a une remontée spectaculaire des cas. Alors que les pays qui ont vacciné avec le Pfizer et le Moderna, la situation est plus ou moins sous contrôle. Le choix des pays maghrébins... Aux États-Unis, c'est Pfizer et Moderna et c'est en train de s'envoler. Hein. Je peux te dire que... Oui, mais la couverture vaccinale aux États-Unis n'est pas aussi importante que dans les pays en Europe, vu la population, hein, vu la population qui est plus importante aux États-Unis. Oui, ils sont quand même à 200 millions sur 300 et quelques. Oui, il reste quand même 100 millions et quelques. 100 millions et quelques, c'est la taille de plusieurs pays européens. C'est la taille de plusieurs pays européens. C'est la taille de l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye unie. Le choix, la dépendance du Maghreb vis-à-vis des vaccins chinois causerait problème. On n'en a pas encore la certitude. Des études scientifiques disent qu'il est efficace à 50%. En Chine, ça ne pose pas de problème. Cela dit, on n'a pas les données, les véritables données. Là, c'est ce que j'ai été 3 fois en Chine. Je corrige d'ailleurs. Le premier partenaire commercial de l'Algérie, c'est pas la France. Depuis pratiquement 5 ans, c'est la Chine. Et au Maroc, c'est l'Espagne, c'est pas la France non plus. Et au Maroc, c'est l'Espagne. Mais plus ou moins, deuxième, troisième. J'ai été 3 fois en Chine. Vous connaîtrez jamais la vérité sur la Chine ne dira jamais la vérité. Quand tu as 50 000 morts, ils te diront qu'il y a un chat qui est mort. C'est simple, c'est une véritable dictature, c'est un système totalitaire. C'est pas les États-Unis, c'est pas l'Europe. On ne saura jamais la vérité. Mais moi, je suis désolé. Il y a des études scientifiques qui ont été faites. Le Pfizer et le Moderna sont beaucoup plus efficaces. Les Maghrébins, faute de moyens, faute de lobbying aussi, faute de pouvoir peser dans le monde, on a choisi les vaccins chinois. On n'avait pas le choix. Le choix a été fait. C'est un moindre mal. C'est un moindre mal, mais il faut penser maintenant à faire le véritable bilan. Est-ce que ça va nous protéger contre les vagues successives? Je n'en suis pas sûr.
Ben, tout le monde tâtonne, je serais tenté de dire. Nous arrivons à la fin de notre émission Maghreb est égal à monde. À la semaine prochaine. Merci à Naïm, merci à Abdou, merci à Lamine. Restez avec nous sur la chaîne Maghreb TV. À la semaine prochaine.